Alors bonjour, je m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue au 15e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale pour nous. On enregistre le balado devant public, une grande première, mais surtout, on est réunis pour souligner la mise à jour du volet secondaire du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, un programme qui vise le développement d'une image corporelle positive chez les jeunes. L'adolescence, on le sait, c'est une période de grands changements, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est aussi une période de vulnérabilité au niveau de l'image corporelle. Et selon les récentes données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023, il y a 58 % des ados qui sont insatisfaits de leur apparence. Aussi, la majorité des élèves du secondaire, 65 % entreprennent des actions afin de modifier ou de maintenir leur poids. Ce qu'on sait aussi, c'est que les jeunes qui sont insatisfaits de leur apparence sont encore plus insatisfaits que selon les données de l'enquête 2010. Donc, on voit que le phénomène prend de l'ampleur. Un sondage léger pour le compte d'Équilibre révèle aussi que 48 % des jeunes se disent stressés ou angoissés par leur apparence. 36 % rapportent être malheureux ou malheureuses à cause de leur poids et 41 % ressentent de la pression pour avoir un corps parfait. Donc, c'est pour cette raison-là aujourd'hui, pour aider les jeunes à se sentir mieux dans leur tête et mieux dans leur peau, qu'on est réunis. Le développement d'une image corporelle positive, ça aide entre autres à mieux vivre les changements liés à la puberté. Ça aide aussi à mieux résister à la pression imposée par les standards irréalistes de beauté. Ça aide à avoir une relation plus positive avec la nourriture et avec l'activité physique. Et même, ça aide à avoir une meilleure estime de soi et une santé mentale plus positive. Alors, tout le monde peut jouer un rôle pour y contribuer, comme jeune, comme parent, mais aussi comme personne qui intervient en milieu scolaire. Aujourd'hui, on va d'ailleurs aborder davantage le volet scolaire, comme le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau s'adresse aux intervenants des écoles secondaires. J'en profite pour dire qu'on va probablement l'appeler BTBP parce que des fois, c'est plus court et on aime bien les acronymes chez Équilibre. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter nos 4 invités. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous, d'être présent, de vous être déplacés, mais surtout de venir partager avec nous vos pensées et vos conseils inspirants. Alors, je commence par Camille Meloche. Camille est étudiante en secondaire 4 et a un intérêt pour tout ce qui touche à l'image corporelle. Salut! Jackie Demers, qui est conseillère stratégique pour la coopérative Lilo, qui vise à accompagner des leaders de changement à être et à agir avec intention dans un monde complexe et changeant. C'est notre pro de la concertation. Bonjour. Léonie Pinchot-Robert, qui est sexologue et conseillère pédagogique en éducation à la sexualité, santé et bien-être et en culture et citoyenneté québécoise au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, elle est bien au courant de la réalité du milieu scolaire. Bonjour. Et finalement, Caroline Gontier, qui est agente de relations humaines en santé mentale positive à la direction de la santé publique du CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, un beau déplacement pour nous ici aujourd'hui. Un secteur aussi qui est bien mobilisé autour de la question de l'image corporelle. Et Caroline a d'ailleurs été impliquée dans différents comités pour nous aider à développer des outils d'accompagnement pour notre programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Alors, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que ça prend pour avoir des jeunes qui sont bien dans leur tête et bien dans leur peau? Ben, selon moi, chaque jeune est unique et a donc des besoins qui vont varier selon qui il est. Par exemple, moi, je suis une personne qui adore le sport, qui est très sportive. Fait que c'est ça qui me rend heureuse, puis c'est ça qui me rend fière de moi. Tandis que ma meilleure amie, elle est plus artistique, puis faire de l'art, c'est ça qui la rend fière d'elle et heureuse. À mon avis, ce qui compte vraiment, c'est que tous les jeunes aient la possibilité d'évoluer dans un environnement où ils sont reconnus, soutenus et où ils peuvent grandir à leur propre rythme. Je pense quand même qu'il y a certains facteurs qui vont favoriser ce bien-être-là chez les jeunes. Par exemple, un environnement sain et un entourage qui les supporte, que ce soit avec les amis ou la famille. Des modèles aussi auxquels ils peuvent s'identifier, que ce soit des célébrités, des personnes sur les réseaux sociaux ou même un membre de leur entourage. Finalement, le plus important, je pense que tout le monde, pas juste les jeunes, devrait pouvoir se sentir inclus partout où ils vont et avoir la possibilité de se forger une bonne estime d'eux-mêmes, qu'est-ce qui est quand même assez difficile pendant la période d'adolescence vu tous les changements qui s'y produisent. Bien, un peu dans le sens de ce que Camille a dit, j'ai l'impression que si on a des humains, des adultes qui sont capables d'offrir une lunette généreuse à ces jeunes et de voir le potentiel qu'ils sont peut-être pas encore capables de voir en eux-mêmes, puis de les accompagner dans cette voie-là pour se développer puis pour trouver leur force. Je pense que ça, c'est un beau, c'est un bel atout pour favoriser un sain développement.
Je poursuis dans le même sens. Donc, c'est essentiel que nos jeunes aient une estime de soi diversifiée, qui repose très peu, voire pas du tout, là, sur des caractéristiques physiques. Dans le fond, on veut que nos jeunes, nos adolescents soient en mesure d'identifier leurs forces. Puis pour ce faire, on peut les soutenir, nous, comme adultes, mais dans un monde idéal, on essaie vraiment de travailler la valorisation intrinsèque, hein, que dans le fond, les personnes, les jeunes soient en mesure d'identifier leurs forces eux-mêmes. Ça va vraiment contribuer à internaliser la croyance en les forces. Et puis, au niveau de l'estime de soi, là, on va avoir un travail qui va être décuplé, là, puis avoir un impact beaucoup plus grand de cette façon-là. Donc, je dirais l'estime de soi diversifiée, là, vraiment important. C'est vraiment des réponses super pertinentes. Je vais y aller dans un volet plus éducatif là, en raison de mon poste. Donc, c'est sûr que l'éducation à la sexualité, c'est vraiment une bonne façon de passer un message sur notamment d'apprendre aux jeunes à aimer leur corps comme il est. Donc, que ce soit par montrer des modèles, des images inclusives dès le plus jeune âge, donc dès le préscolaire avec des livres, avec des modèles de corps justement variés pour montrer que dans la société, ben c'est ce qui est reflété et non pas uniquement les standards de beauté. Puis c'est important à travers les différents ateliers en éducation à la sexualité de montrer aux jeunes que la beauté, ça se limite pas seulement à un modèle, mais que c'est l'unicité, puis que chacun est unique. Donc, de mettre l'emphase aussi sur les compétences, sur l'estime de soi, comme on a discuté. Donc, tout ça à travers les différents ateliers d'éducation à la sexualité, pas seulement qui traitent sur l'image corporelle, mais plein de sujets variés. Je pense qu'il y a toujours un beau lien à faire là, avec l'image corporelle, l'estime de soi. Mais merci, ça donne déjà des super belles pistes. Ça donne envie aussi de passer à l'action. Donc, on va aller directement dans ce sujet-là. Alors, toi, Camille, qu'est-ce que tu aimerais que ton école mette en place pour aider les jeunes à développer une image corporelle positive? Bien, selon moi, il y a plusieurs choses qui pourraient être super intéressantes à mettre en place dans les écoles secondaires sur l'image corporelle. Premièrement, je pense qu'on pourrait simplement intégrer des notions sur la diversité corporelle dans les cours, comme la science, la biologie et même l'éducation physique. Le simple fait que les jeunes sachent que la morphologie des gens n'a pas nécessairement rapport avec leur niveau de santé, ça pourrait faire une grosse différence. Sinon, du côté plus moral, on pourrait essayer de sensibiliser les jeunes sur l'influence des médias et des réseaux sociaux et à la discrimination en lien avec l'image corporelle dans les cours comme l'éthique ou aussi appelé maintenant la culture et citoyenneté québécoise. Sinon, je pense qu'on pourrait aussi organiser des ateliers avec des spécialistes comme des sociologues, des psychologues, des nutritionnistes ou encore des témoignages de personnes avec différentes morphologies. Je pense que ça pourrait être vraiment très enrichissant pour les jeunes. Si maintenant on décide de sortir des cours, l'organisation d'événements scolaires comme des journées thématiques ou des groupes de discussion sur l'image corporelle et la diversité corporelle, ça pourrait favoriser l'inclusivité des jeunes dans le milieu scolaire. Où on pourrait aussi encourager les équipes sportives à faire leur sélection de leurs membres sur des critères plus axés sur le plaisir dans le mouvement et moins sur les performances des jeunes. Finalement, je pense qu'on devrait aussi former les enseignants sur l'inclusivité et l'impact des normes corporelles sur les jeunes pour favoriser un langage plus respectueux dans les salles de classe. Merci pour ces belles initiatives-là. Je pense que tu aurais pu collaborer au développement des ateliers BTPP avec toute cette belle inspiration. Et justement, c'est des belles idées d'activités, ce que tu proposes. Et derrière ces activités-là, ça prend finalement aussi des humains qui s'impliquent. Alors, Léonie, j'aimerais savoir comment toi, tu vois le rôle d'un intervenant qui gravite autour d'un jeune par rapport à l'image corporelle? C'est une grosse question. J'aurais pu répondre pendant 1 heure, mais bon, je dois me limiter. Je rebondis sur ce que Camille a dit à sa première réponse comme rôle de modèle, donc de faire en sorte qu'en tant qu'adulte, on mette en place des éléments pour favoriser un environnement où les jeunes se sentent appréciés, se sentent valorisés, mais se sentent bien par rapport à leur corps, à leur santé mentale. Donc, ça passe par exemple en tant que modèle positif qu'on peut jouer comme rôle en étant adulte, donc de faire attention aux discussions informelles qu'on peut avoir dans le corridor. Est-ce qu'on va parler de nouvelles diètes qu'on a essayées? Cette discussion peut avoir lieu proche d'un élève qui a des questionnements, que justement son identité est en train de se cristalliser. Donc, de faire attention à tout ça.
On a un rôle aussi de sensibiliser les jeunes à la diversité corporelle. Donc, dès leur jeune âge, comme je l'ai dit, avec des livres inclusifs, des images très variées, mais aussi sur l'importance de s'accepter soi-même. Encourager les élèves aussi à la participation en éducation physique et à la santé. Donc, comme Camille aussi le dit, de pas mettre l'emphase seulement sur la morphologie ou la compétition, mais vraiment axer sur qu'est-ce que le corps permet de faire et aussi le plaisir de bouger. Et finalement, un rôle d'aider les élèves à développer un esprit critique par rapport aux messages véhiculés dans les médias, donc tout ce qui est standards de beauté, alimentation restrictive, culture des diètes, etc. Puis le cours de culture et citoyenneté québécoise, là où l'éducation à la sexualité a été intégrée, est vraiment une belle porte d'entrée pour travailler sur ces éléments-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Puis, est-ce que tu aurais un exemple concret d'une action, justement, à nous partager qui a été réalisée dans ton centre de service scolaire qui a eu un réel impact sur les jeunes? C'est difficile de répondre à cette question-là. J'ai pas ciblé un événement, une action, parce que je pense qu'il faut plusieurs actions pour voir un réel impact sur la vie des jeunes. Et en même temps aussi, c'est difficile de cibler une seule action étant donné le nombre très grand d'écoles dans le centre de service là où je suis. Mais l'important, c'est vraiment d'offrir un environnement où les jeunes se sentent valorisés, comme je l'ai dit. Donc, que ce soit aussi en mettant en place des activités parascolaires variées. Donc, encore là, pas seulement axé sur la compétition, mais le plaisir. Est-ce que ça va dans le même sens que les intérêts des jeunes, par exemple? De faire en sorte aussi que dans le code de vie des écoles, on ajuste, on implique que les moqueries, les insultes par rapport à l'apparence physique n'est pas acceptée, n'est pas tolérée et que ces règlements-là sont connus aussi des jeunes. Donc, de l'inclure dans l'agenda scolaire, par exemple, sur le site de l'école, donc pour publiciser ce message-là. Et finalement, moi, dans mon rôle, c'est de former le personnel. Donc, je suis en contact avec les enseignants, avec les intervenants scolaires. Donc, dès que j'ai l'occasion de véhiculer un message inclusif qui prend en compte là, tous les éléments que j'ai dit, ben c'est sûr que je profite de l'occasion. Par contre, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans les milieux après ça au niveau des retombées. Mais on est confiant puis on reste positif. Puis il faut, même si le message est peut-être redondant pour certains, je pense que ça vaut la peine de continuer à le partager. Tout à fait d'accord. Donc, maintenant qu'on a des meilleures idées de ce qu'on peut faire, qu'on comprend mieux notre rôle aussi de modèle, encore faut-il se mobiliser. Donc, ma question serait pour notre experte en concertation. Comment on peut mobiliser les gens des milieux scolaires autour de la question de l'image corporelle? Bien, ma première réponse en pensant à ça, c'est vraiment la notion de relation. On parlait de comment on veut faire en sorte que les jeunes soient au cœur de leur propre développement. Bien, je pense qu'il faut faire en sorte que les intervenants se sentent engagés. Et la façon de faire ça, bien, en fait, c'est juste de réaliser que ces personnes-là vont avoir des besoins de base que tout être humain partage. Ces 3 besoins-là, vous en avez sûrement déjà entendu parler, le besoin de compétence, le besoin d'appartenance et le besoin d'autonomie. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, justement, quand on va planifier un programme structuré comme celui que vous proposez, bien, c'est cette idée justement d'offrir des clés pour faire en sorte que les intervenants se sentent compétents pour aborder ce sujet-là avec les jeunes, qui se sentent pas perdus, qui se sentent outillés, accompagnés. Donc ça va nourrir ce besoin de compétences. Au niveau du besoin d'appartenance, bien, c'est la création de sens, de lien avec les valeurs qu'ils portent, avec leur expérience, avec ce qu'ils ont envie finalement de contribuer dans la vie des jeunes. Donc, comment on crée ce lien-là entre les valeurs portées par l'individu et ce qui va pouvoir justement être mis de l'avant dans la mise en place d'un programme ou d'une initiative. Puis le troisième, bien, c'est le besoin d'autonomie. Donc, comment ces gens-là peuvent sentir qu'ils ont de la marge de manœuvre justement pour mettre à profit leurs compétences, leurs forces, mais que ce soit en cohérence avec ce qu'on peut mettre de l'avant. Donc, de vraiment leur laisser cet espace pour jouer cette danse-là, sentir qu'ils peuvent contribuer à la hauteur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont comme force à amener dans leur relation auprès des jeunes. Donc, toute la structure d'accompagnement d'un programme structuré est vraiment pertinente justement pour répondre à ces 3 besoins-là. Je
pense qu'avec le programme, on propose justement beaucoup d'outils à la fois pour se sentir compétent, autonome. Donc, on a hâte de vous en parler aussi un peu plus. Des fois, ce genre d'initiative-là, ça repose aussi sur une personne qui est très motivée, qui y croit beaucoup. Mais comment on peut faire justement pour que ça repose pas juste sur une seule personne? Est-ce que tu as des stratégies gagnantes à nous partager? Bien, c'est sûr que, puis on en parlait tout à l'heure là, avec Caroline, cette idée justement d'individualiser notre approche, puis de bien planifier finalement qui sont les bons acteurs, puis de bâtir sur des succès. Donc, justement, quand on va établir cette relation de confiance basée sur les 3 besoins, bien, ça va être facile finalement de créer ce mouvement-là puis de faire en sorte que les gens ont envie de se joindre à cette fête, qu'ils sentent qu'il y a comme un mouvement qui se crée, qu'ils ont envie de contribuer, qu'ils ont envie de participer puis qu'ils vont adopter eux aussi finalement les outils, les réflexes qui vont devenir sensibles et ouverts. Et toi, justement, Caroline, est-ce que c'est des stratégies qui te parlent? Est-ce que tu en as d'autres à nous proposer? Bien, absolument. Dans le fond, de façon complémentaire, je dirais, faut qu'en milieu scolaire, peu importe quel membre de l'équipe école, les messages clés soient connus puis compris par l'ensemble du personnel en milieu scolaire. C'est la responsabilité de tous, mais de notre côté, comme tu le disais, Jackie, le sentiment de compétence, tu sais, d'aller outiller, d'aller faire de l'éducation par rapport à ces fameux messages clés-là, à promouvoir c'est quoi, comment rendre les gens confortables avec ces messages-là. Puis quand on a des situations qui sont plus délicates, bien, c'est le moment où on aura à identifier des agents pivots par rapport au sujet de l'image corporelle, des agents multiplicateurs, entre autres du programme BTBP, vers lesquels les gens pourront se tourner si jamais ils ont des questions. Tu sais, je pense que ça sera important de le faire. Puis les fameux pivots ou agents multiplicateurs BTBP, on a tendance, puis tu sais, c'est correct d'aller vers des gens qui ont certains rôles spécifiques en milieu scolaire qui font sens avec la démarche, avec le programme. Je pense entre autres à tous les intervenants là, de la sphère psychosociale qui travaillent en milieu scolaire. Je pense à toi aussi, là, Léonie, comme conseillère pédagogique, CCQ, éducation à la sexualité, éducation physique et à la santé. Donc, on a des personnes clés en tête, mais au-delà de ça, moi, j'aime beaucoup décloisonner puis aller vers des gens qui portent déjà en eux ces valeurs-là de promotion de la diversité puis de l'inclusion. Des fois, ça peut être, je vais dire, surprenant, mais d'aller vers un enseignant de maths, tu sais, qui a le goût, lui, de parler d'image corporelle, puis ça fait déjà partie de ses valeurs. C'est des personnes chez qui la motivation à promouvoir les messages va être vraiment très présente. Donc, au niveau du leadership, on n'aura pas à convaincre ces personnes-là à nouveau, constamment, que c'est important de le faire. Donc, oui, par rôle dans l'école, mais aussi de cibler des gens selon leurs valeurs. Fait qu'il y a une connaissance fine du milieu qui est super importante. Là. Moi, j'ai un rôle de proximité avec les milieux scolaires. Fait que c'est sûr que quand on est capable d'avoir des alliés puis d'identifier bien nos personnes, c'est vraiment des facteurs là, de succès. Je pense que c'est important à ne pas échapper. Mais je pense que ça fait un beau lien avec la prochaine question aussi. Dans le fond, là, on est bien motivé, on est mobilisé, on trouve que c'est important l'image corporelle, on veut intervenir sur cette question-là. Mais comment on fait justement pour que l'engagement demeure et pour que les actions qu'on met en place durent dans le temps? Justement, avec ton expérience, Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire à ce sujet-là? Oui, beaucoup de choses. Parfait. En fait, le milieu scolaire échappe pas au mouvement de personnel qu'on vit là, un peu partout. Donc, il y a pas de secret, je dois dire. Va falloir répéter. Puis que les messages clés, je reviens beaucoup là-dessus, mais il y a certains messages qui vont devoir être redits en début d'année scolaire. Donc, il y aura du personnel qui aura déjà entendu, puis qui connaîtront déjà les bonnes pratiques quand on parle d'image corporelle positive, mais on aura du nouveau personnel qui ne l'aura jamais entendu ou même des personnes qui l'ont déjà entendu pour qui le rafraîchissement fera sûrement pas de dommages. Fait que d'en parler toujours, rappeler les messages clés, rappeler qui sont les pivots. Tu sais, je reviens sur les agents multiplicateurs, justement pour que le personnel, dans certaines situations plus délicates, puisse savoir vers qui se tourner. Ça, c'est important. D'en parler même si c'est pas un enjeu. C'est ça aussi, c'est un élément clé primordial. Donc, on n'attend pas que le feu soit pris puis d'avoir des enjeux de troubles alimentaires, de
problématiques au niveau de l'image corporelle, de l'alimentation qui émergent avant de dire qu'il faudrait faire quelque chose. On le fait en amont, on travaille en prévention. C'est un sujet important qu'il faut aborder en chaque, début d'année, mais même au-delà du début d'année avec le rappel des messages clés. Il y a un réinvestissement des messages qui est primordial. Quand on veut avoir un impact, on ne peut pas faire une activité qui parle d'image corporelle positive dans l'année puis se dire « c'est fait, on passe à d'autres choses ». Il y a un rappel des messages qui est important. Donc, le programme BTBP est une façon de faire en sorte qu'on garde la thématique bien vivante en milieu scolaire. Puis, même chose pour les différentes campagnes d'équilibre, j'ai envie de dire, là, au cours de l'année, d'utiliser ces leviers-là pour en faire une thématique récurrente en cours d'année. Ça démontre bien l'importance de parler d'image corporelle positive à ce moment-là. Donc, il y a évidemment une question d'énergie et de temps. Fait que je vais parler de ressources humaines. Donc, on a besoin des gens avec un bon leadership, vraiment là, qui mettent de l'énergie et du temps pour en faire une priorité. C'est sûr qu'on ne passera pas à côté. Puis, je dirais qu'il y a un autre morceau quand même important qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent parce que, bon, le balado d'aujourd'hui concerne principalement le programme puis le milieu scolaire, mais de s'assurer qu'il y ait une cohérence dans les messages selon le milieu dans lequel le jeune va évoluer. Donc, nos fameux messages clés qui soient connus aussi des maisons de jeunes, des milieux municipaux, peu importe le jeune dans le milieu dans lequel il va bouger ou il va évoluer, que ça fasse sens. Puis je dirais aussi tout le volet famille. Donc, l'environnement familial, on parlait de modèle là, en début de balado, de faire en sorte aussi que nos parents, nos grands-parents, notre fratrie soient sensibles à ces sujets-là. Fait que ça, c'est dans mon monde idéal, mon petit monde de licorne. Mais c'est tous des éléments clés qui peuvent faire partie du succès d'une démarche de cette nature-là. Mais si j'avais à résumer un élément, c'est temps et énergie, puis jamais lâcher le morceau, puis pas attendre qu'on soit dans l'urgence, vraiment de le travailler en prévention, super important. Merci beaucoup, je suis bien d'accord. Puis vive les mondes de licorne, parce que c'est quand on y croit aussi qu'on peut justement être motivé, travailler à faire changer les choses. Et toi, Léonie, dans le réseau scolaire, est-ce que tu as d'autres stratégies que tu aimerais nous partager pour favoriser la pérennité des actions? Oui, c'est sûr que des fois, les équipes écoles ont des défis avec le suivi, avec la prise de notes. Donc, pour assurer vraiment la pérennité d'un projet ou du temps investi par rapport à une thématique, il faut laisser des traces. On a parlé de changement de roulement de personnel, en fait, puis c'est vraiment quelque chose qu'on vit en milieu scolaire. Donc, il faut laisser des traces. Il faut que les gens se sentent mobilisés pour que tout ce qu'on met en place perdure dans le temps. J'aurais aussi tendance à dire d'impliquer les jeunes. On voit à quel point les projets pour et par les jeunes ont un impact encore plus significatif. Donc, pourquoi pas de proposer la création d'un comité avec des jeunes qui se sentent interpellés par tout ce qui touche à l'image corporelle, puis en collaboration avec l'équipe école, de mettre en place des kiosques, de faire des affiches pour faire vivre tout ce qui touche à l'image corporelle à travers l'année scolaire et non pas avec un événement seulement qui, oui, va avoir un certain impact, mais 2 mois, 3 mois plus tard, certaines personnes vont déjà avoir oublié. De plus, on n'oublie pas les nouveaux élèves qui arrivent en cours d'année ou bien les élèves en classe d'accueil qui ont des difficultés à bien comprendre certains concepts dus à leur apprentissage en français. Donc, en cours d'année, c'est toujours important de penser à eux aussi, à leur évolution, parce que l'image corporelle, ça touche tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant qu'on a discuté de la façon d'agir, du rôle d'intervenant, de comment se mobiliser, de la pérennité des actions, ça donne vraiment envie de passer à l'action. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur comment faire concrètement pour passer à l'action. Alors, en tant qu'individu, qu'on soit parent, qu'on intervienne en milieu scolaire ou même comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour favoriser une image corporelle positive chez les jeunes et par le fait même leur bien-être? Donc, toi, Camille, qu'est-ce que tu aimerais que les adultes autour de toi mettent en place? Bien, pour commencer, je pense qu'il faut tous accepter et apprécier les jeunes comme ils sont, puis éviter de faire des commentaires sur leur morphologie en général, et aussi sur la quantité ou les aliments qu'ils décident de manger ou ce qu'ils décident de porter. On peut aussi aider les jeunes à trouver des activités sportives qui leur plaisent et sans leur nécessairement les inciter à faire du sport dans le but de maigrir.
Mais surtout, je pense que le meilleur moyen d'aider les jeunes, c'est de devenir des modèles nous-mêmes. Comme le dit ma mère souvent, les jeunes vont pas faire ce que vous leur dites de faire, mais plutôt qu'est-ce que vous-même vous faites. Fait que si vous devenez vous-même un bon modèle, puis que vous êtes respectueux envers vous-même, ça va les aider. Donc, avant de pouvoir aider les jeunes, il faut pouvoir s'aider soi-même puis se respecter soi-même. Merci beaucoup. Donc, faites comme Camille dit et comme la mère de Camille dit. Je vais encore surfer sur ce que Camille dit et sur l'idée du monde de licorne. J'ai l'impression que pour être capable d'offrir cette disponibilité-là aux jeunes, d'être capable justement de les voir positivement, d'être disponible finalement à ce qui est vivant pour eux, ben ça prend peut-être une prise de conscience aussi de ce qu'on porte comme humain, comme blessure, comme défi nous-mêmes, pour être capable justement de passer par-dessus nos réflexes naturels, de parler de ce qui est préoccupant pour nous-mêmes puis qui n'est pas toujours à notre conscience. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée finalement de s'offrir de la bienveillance et d'être capable finalement d'apprendre avec les jeunes dans le développement de ces nouveaux paramètres ou de ces nouvelles propositions qu'on veut leur offrir, mais qu'il faut être capable de s'offrir à soi-même aussi. Moi, je fais un petit retour sur ce que j'ai dit à l'introduction, l'importance de travailler sur l'estime de soi diversifiée, d'aller chercher vraiment une valorisation intrinsèque. Puis je rebondis un petit peu. En fait, Camille, tu en as parlé là, dans tes premières réponses quand tu parlais de questionner en fait les jeunes sur ce qui les rend fiers, hein, vraiment aller chercher des fiertés à l'intérieur des jeunes qui sont en mesure de reconnaître c'est quoi ces fiertés-là. Puis plus concrètement, ce qu'on peut faire, c'est de transformer nos compliments en questions. Puis là, je vous donne, dans le fond, un exemple assez simple. Si j'ai un jeune enfant qui viendrait me présenter un dessin qu'il a fait, plutôt que de lui dire « Wow, c'est beau ton dessin », de plutôt lui répondre « Qu'est-ce que tu aimes de ce dessin-là? Qu'est-ce qui te rend fier de ton dessin? » C'est une façon très simple de retourner le compliment vers l'internalisation, si on veut, de la valorisation puis de travailler l'estime de soi. Je donne l'exemple là, qui peut être parlant. Là, quand même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des compliments à nos jeunes puis à nos ados. Il ne faut pas généraliser non plus, mais d'avoir le réflexe parfois de transformer notre réaction puis de questionner pour susciter la fierté de nos jeunes. Wow, je suis full inspirée par toutes vos réponses. Moi, je vais y aller vraiment avec mon rôle de conseillère pédagogique. Ce serait pour ma part de continuer à sensibiliser et former tous les acteurs du milieu scolaire que je rencontre, puis ça peut aller jusqu'aux éducateurs, éducatrices, aux services de garde, les surveillants, surveillantes d'élèves. Donc, de les sensibiliser à l'importance de faire attention aux modèles qu'ils projettent sur les jeunes, mais aussi de l'importance de parler d'image corporelle. Puis finalement, pour ma part, je suis beaucoup dans la suggestion d'outils, de ressources. Donc, bien sûr, je vais proposer le nouveau programme BTBP, mais aussi que ce soit avec des images que j'inclus dans mes formations, dans mes PowerPoint, donc de toujours avoir un souci pour l'inclusivité au sens large. Merci beaucoup pour vos belles suggestions, pour vos conseils. Donc, je pense qu'on réalise en vous écoutant qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place et un point de départ pour mobiliser et concerter, c'est justement ça, de mobiliser les gens pour pouvoir avoir plus d'impact et faire en sorte que les actions durent dans le temps parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut, en parler toujours plus, que ça dure toujours plus longtemps pour que ça finalement ait des impacts réels à long terme. Il ne faut pas négliger non plus que pour être un acteur de changement, il faut être convaincu soi-même, on en a parlé un petit peu, se sentir compétent aussi. Et ça peut passer par s'informer parfois, mais aussi des fois par avoir une réflexion sur la relation qu'on entretient avec notre propre corps, notre propre image corporelle, les croyances qu'on peut avoir. Ça peut être confrontant, mais comme tu disais, Jackie, si on le fait dans la bienveillance, dans le souci de pouvoir être un meilleur modèle pour les autres, ça va nous aider nous-mêmes et ça va aider les jeunes aussi. Donc, on espère que nos discussions vont vous avoir donné le goût de vous joindre à ce beau mouvement. Je vous invite à prendre le temps d'aller découvrir le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau sur équilibre.ca/BTBP. C'est vraiment une mine d'or d'informations, d'outils, d'ateliers. C'est clé en main, c'est gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Et surtout, ça peut vraiment contribuer au bien-être des jeunes qui vous entourent.
Merci à nos invités d'avoir pris le temps de se déplacer, de venir nous partager leurs conseils. Merci à vous aussi, public, d'avoir été avec nous pour cette première édition en direct du balado. Et surtout, merci d'avoir à cœur l'image corporelle et le bien-être de nos jeunes. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui touche à l'image corporelle, la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre et Équilibre sur LinkedIn. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.